Elle n'était que la fille de la concierge, invisible, oubliée, sans nom de famille important ni suiveur célèbre. Mais en un clin d'œil, Léa fut entraînée dans l'orbite de Marc Dubois, l'homme d'affaires le plus redouté et implacable de Paris, contrainte à un mariage arrangé pour réparer une erreur qu'elle n'avait pas commise. Elle accepta en silence. Pourtant, Marc ne savait pas ce qu'il venait de réveiller. Parce que parfois, ce sont précisément ceux qui n'ont rien à perdre qui changent tout. Le couloir de l'hôpital Saint-Louis semblait étouffant de chaleur. Le hurlement lointain des sirènes se mêlait au ronronnement des vieux ventilateurs et à l'odeur âcre de désinfectant. Léa, les yeux rougis et les doigts tremblants, serrait la main inconsciente de sa mère sur le brancard. « Épuisement sévère », marmonna le médecin. « Dans combien de lieux travaille-t-elle » demanda-t-il, sans lever les yeux de son dossier. « 3, répondit Léa, la voix nouée. C'est alors que 2 hommes en costume sombre entrèrent, ignorant la réceptionniste. « Léa Martin » appela l'un d'eux, s'attendant déjà à ce qu'elle les suive. « Qui êtes-vous » lança-t-elle, déconcertée. « Monsieur Dubois exige votre présence, immédiatement. » Quelques heures plus tard, assise devant une table en verre avec vue sur les toits de Paris, elle entendit sa sentence. « Votre ancien associé a disparu avec plus d'1 demi-million d'euros à votre nom. Et maintenant, soit vous m'épousez, soit votre mère perdra tout ce qu'elle possède. » Léa Martin est née dans les coulisses d'un monde qui n'a jamais été le sien. Alors que d'autres enfants apprenaient le latin et prenaient des cours de piano, elle grandissait parmi les serpillères, les seaux et les produits d'entretien industriel, attendant que sa mère finisse son quart de nuit dans une école privée du 16e arrondissement. Madame Chantal Martin était connue comme Chantal la femme de ménage, discrète, ponctuelle, toujours avec un panier repas et une douleur cachée dans le dos. Dès son plus jeune âge, Léa comprit 2 choses, qu'elle serait jugée par ce qu'elle portait et que, pour cela, apprendre à coudre pourrait être son bouclier. À 13 ans, elle transformait des vêtements usagés. À 17 ans, elle cousait des robes pour les voisines. À 23 ans, elle installa un atelier de fortune dans son arrière-cour. C'était petit, mais c'était le sien. Et puis vint Julien. Un large sourire, des mots doux, l'idée d'ouvrir une entreprise de confection ensemble. Il parlait de l'avenir avec une telle légèreté que Léa le crut. Elle signa des contrats sans vraiment les lire, prêta son nom pour ouvrir un compte professionnel et, des mois plus tard, elle se réveilla seule. L'atelier fermé, le compte gelé, la dette, 612 800 € à son nom. La police dit que Julien avait quitté le pays. La banque dit que la dette était la sienne. Et sa mère dit qu'elle s'en sortirait. Mais son corps commença aussi à réclamer son dû. Un malaise au travail se transforma en hospitalisation, et là, avec sa mère sur un brancard et l'humiliation collée à sa poitrine, Léa entendit la proposition la plus absurde de sa vie. Marc Dubois, président d'un empire immobilier, ne cherchait ni pardon ni pitié. Il voulait une façade. Il avait besoin d'une épouse avant la fin de l'année pour assurer le contrôle de Dubois Holdings. Sa grand-mère, la matriarche du groupe, menaçait de retirer son approbation du conseil s'il ne fondait pas une famille décente. Ce n'est que pour 1 an. Vous signez, souriez pour les caméras, jouez le rôle. En retour, votre dette disparaît et votre mère rentre chez elle. Léa déglutit avec difficulté. C'est un enlèvement avec une bague de fiançailles, murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à lui. Mais lorsqu'elle se souvint de la scène de l'hôpital, de son nom terni et de l'atelier désormais en ruine, elle sut qu'elle n'avait pas le choix. C'est là que tout commença à se défaire. Léa n'a jamais désiré le luxe. Elle n'a jamais rêvé de faire la couverture de magazines ou d'assister à des dîners où personne ne connaissait son nom. Tout ce qu'elle désirait, c'était le respect. Une pièce avec des machines bien alignées, des femmes de quartier défavorisées apprenant un métier, une crèche à proximité pour qu'aucune mère n'ait à choisir entre son enfant et son gagne-pain. Un endroit où personne n'aurait à s'excuser d'être pauvre. Et c'est ce qu'elle exigea de Marc. Si je participe à cette mascarade, je veux quelque chose en retour. Vous financerez un centre de formation pour couturières dans le 19e arrondissement de Paris. Cours, installation, dignité. Et pas seulement pour y apposer votre nom. Je veux un vrai projet.
Il la regarda comme si elle avait demandé la lune. Puis il sourit, cynique, courageuse, ou folle, mais intéressant. Quelques jours plus tard, elle fut propulsée dans l'univers du bois. Le Penthouse de Saint-Germain-des-Prés avait un ascenseur privé, 2 chefs, un styliste personnel et une assistante nommée Sophie, qui la regardait comme si elle était de la boue traînée de la rue. « Vous devez apprendre à marcher en talons avant le dîner de présentation », déclara-t-elle. « La famille Dubois ne tolère pas les manières de banlieue. » La nuit convenue, Léa portait une longue robe rouge louée, maquillée par une équipe qui la saluait à peine, et un collier emprunté d'une valeur suffisante pour acheter 2 appartements à Belleville. Le dîner eut lieu dans le manoir de la matriarche, Madame Geneviève Dubois. La maison ressemblait à un musée de marbre et de silence. Au centre de la table, des candélabres qu'elle n'avait vus que dans les films. Autour d'elle, des regards perçants et des questions déguisées en curiosité. « Léa, c'est ça ? Un nom si commun ?» dit l'une des belles-sœurs de Marc, tenant un verre de vin comme si c'était son propre ego. « Et vous cousez vraiment, comme avec vos mains ?» Elle prit une profonde inspiration. Elle répondit fermement, mais sans arrogance. Et c'est alors que Madame Geneviève parla du haut de ses 82 ans. « Je veux comprendre. Qu'est-ce qui a exactement poussé mon petit-fils, avec toutes les options du monde, à vous choisir, vous ?» Silence. Tout le monde attendait une réponse douce, modeste, peut-être reconnaissante. Léa se redressa. « Peut-être parce que je n'ai pas besoin de lui. » La pièce se figea. Ou peut-être parce que je suis la seule ici qui ne prétend pas être ce que je ne suis pas. Marc ne dit pas un mot, ne la défendit pas, ne sourit pas. Il se contenta de croiser les bras et d'observer. Plus tard, enfermée dans une chambre décorée par quelqu'un qui n'avait jamais connu le loyer, Léa fixa le plafond, le cœur brisé. Elle avait rêvé de respect, de construire, mais ce qu'elle trouva fut l'humiliation déguisée en luxe. Et même ainsi, elle croyait encore pouvoir tout réparer. Ce manoir doré, avec sa vue sur la Seine et ses murs de verre, était en réalité une cellule de silence. Léa se réveillait chaque jour avec un emploi du temps préétabli, des vêtements choisis par Sophie, des sourires répétés, des engagements publics qu'elle comprenait à peine. À chaque événement, une nouvelle exigence, le tenir par le bras, sourire davantage, parler moins. Et Marc, courtois, impeccable, froid, le genre à savoir où placer sa main pour les photos, mais incapable de se souvenir de demander si elle avait bien dormi. La nuit, il parlait à peine. Le mariage n'était que sur le papier, mais la solitude était réelle. Un contrat d'apparence où elle n'était qu'un pion, jetable. La 3e semaine, une chroniqueuse mondaine publia « Le magnate Marc Dubois épouse une couturière ruinée. Romance éclair ou coup de pub ?» Son numéro de sécurité sociale fut exposé. Ses dettes listées. Le téléphone de la maison sonna sans cesse. Jusqu'à ce que l'appel qui brisa tout arrive. C'était Madame Chantal, en larmes, depuis l'hôpital. « Ma fille, ils disent que tu as été achetée, que tu t'es vendue. Pourquoi disent-ils ça de toi ?» Léa se mordit le poing pour étouffer un sanglot bruyant. « Parce qu'ils ne nous connaissent pas, maman. Mais un jour, ils nous connaîtront. » Elle raccrocha et se rendit au bureau de Marc. « Le projet du centre, où en est-il ? Je veux m'impliquer étroitement. » Sophie répondit avant lui. « C'était une clause symbolique, Léa. Vous n'avez pas besoin de vous impliquer réellement. C'est juste du marketing social. » Cette phrase fut comme un coup de poing, un avertissement clair que tout était un mensonge. Cette nuit-là, elle descendit dans le jardin. Pieds nus, vêtue seulement d'un vieux sweatshirt, elle s'assit sur l'herbe froide, sans se soucier des caméras de sécurité. Elle avait besoin de sentir la terre à nouveau, besoin de se souvenir qui elle était. C'est alors qu'elle entendit, de l'autre côté de la paroi vitrée, la voix de Marc. Elle est utile, c'est tout. Après que le conseil aura approuvé la transition, elle pourra partir. La mascarade aura rempli son rôle. Léa ne pleura pas. Elle se leva simplement, monta à l'étage et fit face à son reflet dans le miroir. Elle ne vit ni une épouse, ni une femme, mais une ombre. « Comment ai-je pu laisser cela arriver ?» murmura-t-elle.
Aux premières heures du matin, elle alluma son ordinateur portable. Elle commença à rechercher des ONG, des projets communautaires, des plateformes de financement participatif. Seule, sans ses millions, sans les faux sourires. 2 jours plus tard, elle prit un bus bondé jusqu'au quartier où, sur le papier, le centre de formation promis était censé fonctionner. L'adresse existait, mais ce qu'elle trouva, c'était un entrepôt abandonné avec des fenêtres brisées, des murs fissurés et des herbes folles étouffant l'entrée. Elle resta là, incertaine de pleurer ou de crier, mais ensuite elle entendit une voix derrière elle. « Vous allez ouvrir cet endroit ?» C'était une fille d'environ 12 ans, t-shirt déchiré, cahier à la main. « Je ne sais pas, mais je le veux. Ma mère sait coudre. S'il y a un cours, elle viendra. Et m'amènera aussi. » La fille sourit et s'enfuit. Léa ne bougea pas. Son cœur battait étrangement. Ça faisait mal, mais ça la réchauffait aussi. Sur le chemin du retour, elle ne pleura pas. Elle s'assit à la table, organisa des documents, appela d'anciens contacts et passa la nuit à réécrire le projet. Cette fois, sans marketing, sans signature de façade. Un vrai projet, pour de vraies femmes. Le lendemain, elle laissa une copie imprimée devant la porte du bureau de Marc. Pas de mots, pas de suppliques, pas d'avertissement. Ce matin-là, au réveil, elle ne se sentait pas heureuse, mais elle se sentait entière. Et ça, c'était plus que ce qu'elle avait ressenti depuis des semaines. Avez-vous déjà dû ravaler vos larmes, juste pour éviter de craquer devant tout le monde? Avez-vous déjà souri pour maintenir tout en place, même lorsque vous étiez en 1000 morceaux à l'intérieur? Si vous savez exactement à quel point cela fait mal, commentez ci-dessous. Je connais ce sentiment. C'est notre façon de nous connecter sur cette chaîne, de cœur à cœur. Je lis tout. Le lendemain matin, Léa prit son café seule dans la cuisine silencieuse. Les lumières du penthouse encore éteintes, Sophie partie, Marc reclus dans une réunion au mur de verre. Elle ouvrit son email et vit une réponse d'une ONG de Montmartre. « Nous vous aiderons. Envoyez-nous le projet complet. » Immédiatement, elle reprit le bus, retournant à l'entrepôt abandonné. Mais cette fois, ce n'était pas pour se faire du mal, c'était pour imaginer. Elle regarda le plafond délabré et visualisa des machines au lieu de poussière. Des enfants jouant là où il y avait maintenant de l'herbe folle. Des femmes arrivant avec des sacs, repartant avec des diplômes et de l'estime de soi. Une femme âgée avec un sac de course passa et s'arrêta à côté d'elle. C'était une usine ici, vous savez. Mon mari travaillait ici. Après sa fermeture, le quartier est devenu plus triste. Et si ça devenait une école? De couture, de vie. La femme sourit. Alors, ma chère, alors tout change. Léa rentra chez elle avec un nouveau sentiment. Ce n'était pas de l'optimisme, c'était une mission. À son arrivée, elle vit Marc sur le balcon, au téléphone. Il ne remarqua même pas sa présence. Et pour la première fois, cela ne la dérangea pas. Parce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas besoin d'être vue par lui. Elle avait besoin d'être vue par elle-même. Elle monta les escaliers à pas légers. Le projet était entre les mains de l'ONG. Le terrain, cartographié. Le nom, elle l'avait déjà choisi. La maison du fil. Maison, parce qu'elle voulait que tout le monde se sente bienvenu. Fil, parce que coudre, c'est aussi reconstruire. Cette nuit-là, elle se regarda de nouveau dans le miroir. Mais cette fois, elle ne cherchait plus de défauts, elle cherchait de la force. Pour la première fois depuis des semaines, elle s'attacha les cheveux comme elle le faisait dans son ancien atelier de Pantin. Elle prit son vieux carnet avec des croquis de motifs, plaçant le crayon derrière son oreille, et sourit. Elle ne savait pas si tout fonctionnerait, ne savait pas si Marc lirait le nouveau projet, ou s'il s'en souciait. Mais, pour la première fois, elle voulait essayer. Le lendemain, la table du petit déjeuner était dressée, mais vide. Pas de mots, pas de message. Léa s'assit seule, un classeur à la main, et le projet révisé. Elle notait des idées, soulignait des échéances, esquissait des organigrammes, comme si le monde entier dépendait de ce papier. Marc passa devant elle en hâte, en route pour une autre réunion. Il s'arrêta une seconde, jeta un coup d'œil au papier, et continua sans un mot. Et elle?
Elle ne fut pas troublée. Pour la première fois, elle n'attendait pas son approbation. Cette semaine-là, Léa visita 2 ONG, rencontra des architectes bénévoles et contacta une ancienne professeure de couture à la retraite. Elle construisait lentement, silencieusement, un réseau. Le vendredi, lorsque Marc rentra chez lui plus tôt, il trouva une enveloppe Kraft sur son bureau. À l'intérieur, le nouveau projet, complet, avec une carte, un budget, une analyse d'impact social et même un calendrier d'exécution. Pas de signature, pas de demande. Juste un titre sur la couverture, La maison du fil par Léa Martin. Le soir même, elle était dans le salon, ajustant l'ourlet d'une robe que Sophie avait envoyée à raccourcir, sans demander, bien sûr, quand Marc apparut à la porte. « Vous cousez encore ?» demanda-t-il, comme si c'était un défaut. « Je respire encore aussi. Vous voulez savoir pour combien de temps ?» répondit-elle, sans détourner le regard. Il hésita. Puis, il partit. Silence. Mais quelque chose commençait à changer. Le samedi, Marc ne fut pas au bureau. Il resta chez lui. Pour la première fois, les 2 partagèrent la même pièce, chacun dans son coin. Léa avec ses patrons et ses fils. Marc avec une tablette et une expression troublée. Le dimanche, elle le vit lire le projet. Le lundi, au réveil, une réunion était prévue à son nom. Salle 7. Présentation impact social. Marc ne dit rien, mais à côté du titre sur le papier, il y avait une note manuscrite. « Vous avez 15 minutes, convainquez-moi. » Léa sourit. Non pas parce qu'il avait finalement cédé, mais parce que maintenant, elle n'avait plus besoin de permission pour essayer. La salle de réunion était énorme, froide, toute de verre et d'acier brossé. Léa entra seule, son classeur serré contre sa poitrine, son cœur battant contre ses côtes. Marc était déjà là, entouré de 3 cadres qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Des hommes en blazer ajusté, des regards ennuyés, des stylos coûteux. Elle respira profondément. Elle présenta chaque étape du projet avec clarté, même si sa voix trembla parfois. Elle parla d'impact, d'autonomie féminine, de revitalisation urbaine. L'un des hommes l'interrompit. « Mais qu'est-ce que Dubois Holdings y gagne ?» Léa sourit, sans cynisme. Peut-être pour la première fois, quelque chose qui ne peut être acheté, le respect social. Le silence fut inconfortable. Mais Marc n'interrompit pas, ne se moqua pas. Il se contenta de l'observer. Sérieux, oui, mais différent. Lorsque la réunion fut terminée, il l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. « Vous avez bien présenté, mais ce sera difficile. »« Je sais, » répondit-elle. « Le monde entier me le rappelle tous les jours. » Cette nuit-là, dans sa chambre, Léa s'assit au bord du lit et s'effondra. Non pas de douleur, mais d'épuisement. Tout était encore si incertain. À tout moment, tout pouvait s'effondrer. « Et si j'échouais encore ?» murmura-t-elle. Elle ouvrit le tiroir et sortit une note que sa mère avait laissée à l'hôpital quelques semaines plus tôt. « Tu es ma plus belle couture, ma fille, celle qui, même déchirée à l'intérieur, a appris à raccommoder la vie. » Elle pleura en silence, serrant ce morceau de papier. Le lendemain, Marc l'attendait à la table du petit déjeuner, seul, manches de chemise retroussées, sans montre de marque. L'équipe a accepté de commencer les procédures, mais seulement si vous êtes prête à apprendre la vraie gestion. Ce n'est pas une ONG de façade, c'est un projet structurel. Je le suis. Je ne sais juste pas si je peux le gérer. Alors apprenez. J'ai appris à ne dépendre de personne. Vous apprendrez à diriger. Léa hésita. Il semblait plus humain là, mais elle sentait toujours le poids de tout. Et si je tombe? Tombez avec stratégie. Puis relevez-vous plus forte. Elle hocha la tête. Ce n'était pas une promesse. C'était un pacte silencieux, mais alors son téléphone sonna. Il répondit pâli, se leva brusquement. « Quoi? Comment ça? Effondrement ?» Le monde se figea autour d'eux. « Quel bâtiment ?» demanda Marc déjà debout. À l'autre bout du fil, des voix agitées, des mots hachés, des sirènes en arrière-plan. L'un des bâtiments de la Défense. Une partie de la structure s'est effondrée. 3 ouvriers blessés, un dans un état critique. Il raccrocha le téléphone, les yeux vides, le visage livide. « Je dois y aller. » Léa se leva aussi. « Alors allez-y, mais n'allez pas seul. » Une demi-heure plus tard, ils arrivèrent sur le chantier. Voiture de police, ambulance,
journalistes. Poussière dans l'air, cris. Un groupe d'ouvriers regardait le sol, comme s'il attendait des réponses que personne ne pouvait donner. Marc sortit de la voiture sans sa veste, sans son armure habituelle, sans son bouclier. Il se dirigea directement vers la zone à risque, sans attendre d'autorisation. Léa le suivit, ignorant les avertissements de sécurité. Ils trouvèrent l'un des blessés assis dans un coin, le bras bandé et le visage couvert de poussière. « Ça va ?» demanda Marc, s'agenouillant devant l'homme. « J'ai perdu 2 amis aujourd'hui, mais je respire. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. » Marc baissa la tête. « Je suis désolé. C'est ma faute. » L'homme le fixa. La faute à ceux qui signent sans voir, qui font trop confiance à ceux qu'ils ne devraient pas. Là, dans la boue, Marc comprit. Il ne s'agissait pas seulement d'un bâtiment. Il s'agissait de tout. De la façon dont il avait vécu, de ce qu'il avait ignoré, de ce qu'il avait permis, au nom du pouvoir. Quelques heures plus tard, de retour au siège de l'entreprise, les actionnaires étaient réunis. Ils exigeaient sa démission immédiate. Dubois Holdings ne peut supporter ce scandale. Votre présence continue sera coûteuse. Marc écouta en silence. Quand ils lui donnèrent la parole, il regarda Léa, qui observait depuis l'embrasure de la porte. Et puis il parla. Si je pars maintenant, vous sauvez la façade, mais vous perdez les fondations, parce que la vérité est que cet endroit est pourri de l'intérieur. Et j'en ai fait partie. Il se tourna vers les autres. Mais si vous voulez reconstruire, avec transparence, vérité, un impact réel, alors faisons-le. Mais à notre façon. Le lendemain, en direct à la télévision nationale, Marc apparut devant les caméras. J'ai commis des erreurs, en tant que dirigeant, en tant qu'homme d'affaires et en tant qu'homme. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'annonce la plus grande restructuration de l'histoire de Dubois Holdings. Il licencia l'ensemble du conseil d'administration impliqué, créa un fonds d'urgence pour les familles affectées et nomma un nouveau noyau d'impact social avec Léa à sa tête. Elle se tenait à ses côtés, sans maquillage, sans sourire répété, juste, présente. Et là, devant le pays entier, l'homme le plus puissant et redouté de la ville s'inclina. Non devant le scandale, mais devant l'amour qui, silencieusement, commençait à éclore. 3 mois plus tard, l'entrepôt abandonné dans le 19e arrondissement était désormais le cœur palpitant d'un quartier oublié. Sur la façade, des lettres en tissu brodé disaient « La maison du fil » par Léa Martin. À l'intérieur, le parfum du café frais se mêlait au bourdonnement des machines à coudre et aux rires spontanés de femmes de tous âges. Des enfants couraient dans la cour. Il y avait une étagère avec des jouets usagés et des tissus colorés pendaient comme des drapeaux de résistance. Dans un coin, Madame Chantal organisait des cônes de fil comme s'il s'agissait de bijoux rares. Elle souriait dans un tablier fleuri, le même qu'elle utilisait pour nettoyer les salles de bain. Seulement maintenant, personne ne la commandait. Léa était au centre de la pièce, enseignant une couture difficile à une adolescente. Tirer, tourner, respirer, c'est ça coudre. C'est comme recommencer, avec soin. Le portail grinça. Marc apparut avec 2 cartons dans les mains, jeans pliés, manches retroussées, un regard qui n'avait plus besoin de s'excuser. « J'ai apporté la nouvelle livraison de tissus durables, » dit-il. « Et le matériel de la coopérative de réfugiés est également arrivé. » Léa s'approcha. Il posa les cartons au sol et sortit une enveloppe de sa poche. « Qu'est-ce que c'est ?» « Les plans de la maison que mon père n'a jamais réussi à construire. Une qu'il a conçue avant de mourir, là-bas, en Normandie. » Elle l'ouvrit avec précaution. Une simple maison à 2 étages. Un grand porche. Des arbres tout autour. Sur le papier, les lignes fermes d'un rêve interrompu. « Je veux la construire avec toi. Un endroit sans masque, sans contrat. Un espace rien que pour nous. » Léa le regarda sans hâte. Elle ne dit pas « oui ». Elle ne dit pas « je t'aime ». Elle n'en avait pas besoin, parce que tout était là, dans le respect, dans son regard, dans le geste d'apporter de ses propres mains ce qu'il faisait livrer auparavant. Sur le porche de l'entrepôt, ils s'assirent côte à côte, regardant la fin du cours, écoutant des voix joyeuses. C'était le même endroit où tout avait commencé. Invisibilité, dette, humiliation. Mais maintenant,
C'était une graine. Elle lui serra la main lentement. « Je n'aurais jamais pensé que le pire choix de ma vie me mènerait ici. »« Moi non plus, » répondit-il, regardant les élèves comme s'il les voyait enfin. Et ils restèrent là, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que lorsque la douleur devient un pont, le chemin change. Léa pensait qu'elle avait besoin d'être acceptée, qu'elle n'aurait de valeur que si quelqu'un d'important le disait à voix haute. Mais la vérité est que sa valeur n'a jamais été dans les yeux des autres. Elle a toujours été dans le courage de ne pas abandonner. Elle n'a pas conquis le monde, mais elle a conquis la peur d'exister en silence. Elle a construit quelque chose de réel, de ses propres mains, cousant la dignité là où il n'y avait autrefois que du rejet. Marc, d'autre part, a passé sa vie à croire que le contrôle était le pouvoir, qu'aimer signifiait ouvrir des brèches dangereuses. Mais il a découvert, tard, mais pas trop tard, que le véritable risque est de vivre sans aucun lien, que la vulnérabilité, lorsqu'elle est choisie, devient une force, et que le caractère ne s'hérite pas, il se construit. Le plus grand changement n'était pas dans leur poste, dans les projets ou dans l'entreprise. C'était en eux. Deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser et qui, précisément pour cela, ont créé quelque chose de nouveau. Et peut-être que c'est la plus grande leçon pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran en ce moment. Peut-être vous êtes-vous aussi senti jetable, invisible, comme si votre histoire n'avait pas assez de poids pour changer quoi que ce soit. Mais laissez-moi vous dire une chose, du fond du cœur, le monde peut ne pas vous voir, mais vous n'avez pas besoin de sa permission pour vous relever. Votre douleur peut devenir une graine, votre chute peut devenir un chemin. Et ce que vous faites avec ce qui vous a brisé pourrait bien être ce qui guérira les autres. Si cette histoire vous a ému de quelque manière que ce soit, laissez un pouce bleu ci-dessous. C'est la façon la plus simple de dire « Cela valait la peine d'être raconté ». Maintenant, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? Je lis tout avec soin et je réponds à ceux qui prennent un moment pour écrire ici. Vraiment. Et si vous croyez au pouvoir d'histoire comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne faisons que commencer et chaque nouvel abonnement me donne plus de force pour continuer à créer avec âme. Ah, ne partez pas encore. Choisissez l'une des deux histoires qui apparaissent à l'écran maintenant et restez avec nous. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.